Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de Steven Moffat. En effet, si vous êtes comme moi un grand fan de Doctor Who, vous n'avez pas pu passer à côté de cette news. Steven Moffat, l'actuel showrunner depuis la saison 5, quittera la série en 2017, avec son ultime saison 10. Il sera donc remplacé par Chris Chibnall, ayant déjà écrit sur quelques épisodes de Doctor Who, mais aussi sur Torchwood et Broadchurch. Cette onde de choc sur la planète Whovian est l'occasion pour moi de revenir sur le travail de Steven Moffat, et surtout de donner mon avis sur l'homme le plus apprécié, mais tout autant détesté par les fans. Car oui, si Moffat a particulièrement été apprécié pour ses épisodes de la saison 1 à 4, il a clairement divisé les fans au moment où il est passé showrunner à partir de la saison 5. Alors pourquoi une telle différence ? Parlons-en. Steven Moffat est un producteur scénariste britannique âgé de 54 ans. Il a toujours été un grand fan de Doctor Who depuis son enfance, et en 1999, 10 ans après l'arrêt de la série, il réalise un épisode parodique dans lequel il détourne chaque élément qui fait la particularité de la série. C'est très drôle et très bien écrit, et surtout c'est Rowan Atkinson dans le rôle du Docteur. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous le connaissez forcément. Rowan Atkinson, c'est lui. Et oui, c'est Mr Bean. Oui, Steven Moffat a réalisé une parodie de Doctor Who avec Mr Bean dans le rôle du Docteur. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, ça s'appelle Doctor Who and the Curse of Fatal Death, et c'est trouvable sur internet, même sous-titré français. J'ai personnellement beaucoup apprécié, et au risque d'en faire gueuler certains dans les commentaires, je l'ai trouvé beaucoup plus appréciable que les quelques épisodes de la série classique que j'ai pu voir. En 2005, Russell T Davies décide de relancer Doctor Who. Et c'est donc tout naturellement et avec une immense joie pour lui que Moffat devient scénariste sur ce nouveau départ. Et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. En saison 1, il écrit le double épisode The Empty Child, The Doctor Dances. En saison 2, l'incroyable The Girl in a Fireplace. En saison 3, l'incontournable Blink. En saison 4, le génialissime double épisode The Silence in the Library, Forest of the Dead. Au vu de ces véritables prouesses scénaristiques et face au départ de Russell T Davies, il était parfaitement logique que Moffat prenne le relais en tant que showrunner. C'est donc après une régénération triste mais mémorable de David Tennant que l'acteur laissera sa place à Matt Smith, soigneusement choisi pour le rôle. Moffat allait devenir le scénariste principal à partir de la saison 5, et c'est précisément là que les fans ont commencé à se diviser. D'abord, il est clair que Moffat avait la folle envie de rivaliser avec les séries américaines, aussi bien au niveau des effets spéciaux qu'au niveau des scénarios d'épisodes. Une ambition qui le mènera à tourner la saison 6 majoritairement aux États-Unis et en collaboration avec BBC America. Mais revenons à la saison 5. Alors il y a tout dans cette saison et évidemment tout le monde aura un avis différent sur celle-ci. D'autant qu'elle a pour mission de faire oublier David Tennant, au moins le temps d'un épisode. Ce qui n'est pas une tâche facile. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez ce que je pense du premier épisode de la saison 5, à savoir The 11th Hour. Il est facilement classable dans mon top 3 de mes épisodes préférés. Selon moi, il remplit parfaitement le rôle d'épisode d'introduction d'un nouveau docteur. Sur le reste de la saison, on a du bon et du moins bon. Tout comme les saisons précédentes finalement. Avec un retour un peu raté des Daleks et leur nouveau design très rapidement abandonné, mais aussi le retour des anges pleureurs. Car oui, c'est Moffat qui bosse sur cette saison, donc forcément, on retrouve ces créations qui ont déjà fait leurs preuves précédemment. On a aussi un étonnant retour de vieux monstres de la série classique, heureusement relookés pour l'occasion. Je parle évidemment des Siluriens, avec le double épisode The Hungry Earths et Cold Blood, écrit par devinez qui ? Chris Chibnall, le futur successeur de Stevie. Et enfin, les épisodes Vincent and the Doctor et The Lodger, de très bons épisodes. Au moins l'un d'entre eux vous a forcément fait ressentir quelque chose, car ils sont tous les deux très bien écrits et réalisés. Au-delà du fait que Matt Smith n'a clairement pas convaincu tout le monde, ce qui a pu déstabiliser les fans, c'est sans doute le final de la saison nettement différent de ceux écrits par Russell T Davies. Déjà au niveau du fil rouge de la saison, Moffat optera pour quelque chose de plus visuel et plus concret que Davies. Le fil rouge, c'est ce qui relie tous les épisodes d'une saison entre eux. Car même si dans Doctor Who chaque épisode est indépendant, il y a toujours un élément souvent très discret, dissimulé dans chaque épisode qui amènera ensuite vers le final de la saison. Chez Davies, c'était souvent un ou plusieurs mots apparaissant dans tous les épisodes ou presque.
comme les mots Bad Wolf pour la saison 1 ou le nom de Torchwood pour la saison 2. Moffat, lui, fait les choses un peu différemment. Dans la saison 5, plus qu'un mot, c'est carrément une énorme faille dans le temps et l'espace qui accompagne nos personnages principaux à travers leurs aventures. Ainsi donc, les épisodes en deviennent forcément plus liés, car même si dans certains épisodes cette fameuse faille ne joue pas un rôle spécifique, elle sera toujours visible, parfois même clairement montrée par la caméra. Un peu en mode « regardez, il va se passer quelque chose avec ce truc ». Et donc pour ce qui est du final en lui-même, eh bien un peu à l'image des séries américaines, Moffat voudra des conclusions à ses saisons beaucoup plus épiques que ce que faisait Davies. Alors certes, on reste toujours sur du basique fin du monde ou fin de l'univers, mais abordé de manière différente par Moffat. Qu'on aime ou pas le final de la saison 5, il faut quand même avouer que du fil rouge jusqu'à la conclusion, tout est parfaitement maîtrisé. La faille dans le mur d'Amy Pond, présente dès le premier épisode, sert donc à la fois à nous emmener vers la Pandorica, mais aussi à répondre à toutes les questions que l'on pourrait se poser. Tout ou presque est justifié par la présence de cette faille, et donc tout tient la route. Et c'est entre autres sur ce point que Moffat a déjà été critiqué. Personnellement, je pense que tant que quelque chose est justifié, je n'y verrai aucun inconvénient. Je préfère qu'un élément étrange ou un Deus Ex Machina soit justifié, quitte à ce que ça soit un peu tiré par les cheveux, plutôt que laissé en suspens sans aucune explication. Et Dieu sait que Moffat est l'expert dans les deux catégories. La seule chose que je reprocherais à ce final, c'est le fait que Rory, transformé en guerrier Automne, et donc immortel, reste 2000 ans à attendre Amy Pond à Stonehenge. 2000 c'est beaucoup, je veux dire vraiment, que ça soit pour un immortel ou pas, 2000 ans c'est énormissime. Donc même si c'est juste pour faire une conclusion en mode l'amour c'est plus fort que tout, c'est quand même très limite en termes de crédibilité. Et ça j'avoue, ça m'a un peu sorti de l'histoire. Et là où c'est un problème, c'est que c'est un défaut qui revient de temps en temps dans les épisodes de Moffat. À force d'écrire des scénarios à base de voyage dans le temps, j'ai l'impression que le pauvre en a justement perdu toute notion du temps. Par exemple, pour ceux qui ont vu le dernier épisode spécial Noël de la saison 9, vous voyez peut-être de quoi je parle. Mais bref, je reparlerai de cette saison en temps voulu. Car à part ce défaut qui n'est finalement qu'un détail, il faut avouer que sur ce coup-là, Moffat nous a fait un final de saison plutôt épique et inattendu. Qui certes est parfois un peu tiré par les cheveux, mais finalement pas beaucoup plus que ceux écrits par Russell T Davies. Et puis franchement, le discours de Matt Smith dans The Pandorica Opens est juste incroyable. Là-dessus, vous ne pourrez pas me contredire. Après une saison parfaitement orchestrée et un épisode de Noël tout bonnement excellent, probablement même mon préféré des épisodes spéciaux, les fans étaient dans l'attente de quelque chose d'encore plus épique pour la prochaine saison. Car oui, Moffat avait placé la barre très haut avec sa saison 5, et désormais il avait enfin la possibilité d'américaniser cette série pourtant typiquement britannique. Et sur cette saison 6, Steven Moffat fit effectivement quelque chose d'encore plus fort. Dès le premier épisode, il pose les bases. Le fil rouge de cette saison sera la mort du Docteur. Rien que ça. En effet, dans cette saison 6 qui sera majoritairement tournée aux États-Unis, notre bon vieux showrunner tente quelque chose de totalement nouveau dans Doctor Who. Il annonce l'enjeu du final de la saison dès les premiers épisodes. Car s'il y a bien une chose que Moffat maîtrise parfaitement, c'est bien les voyages dans le temps. Du coup, il a très vite compris qu'avec une série basée sur les voyages dans le temps, cela ne pose aucun problème d'amorcer l'enjeu de la saison au début pour ensuite le résoudre à la fin. Alors peut-être que certains sont tout simplement allergiques au changement, mais cette simple idée est quand même, il faut l'avouer, encore un coup de génie de sa part. Mais la créativité de cet homme ne s'arrête pas là. Non content d'avoir créé en 2007 l'une des créatures les plus emblématiques de la série, les Anges Pleureurs, celui-ci revient cette fois-ci avec les putains de Silence. C'est la créature que j'aime le plus dans toute la série, donc je ne serai sûrement pas objectif, mais avouez quand même que le design ainsi que le concept de ces choses sont quand même ultra badass. Ces créatures vaguement ressemblant à des aliens et dont on oublie l'existence au moment où l'on détourne son regard, oui, encore une fois, c'est du génie. Car même si le concept est une sorte d'opposition à celui des Anges Pleureurs, le design lui n'a rien à voir et est bien plus terrifiant. Et vous savez ce qui est encore plus énorme ? C'est que le concept des Silence et leur utilité dans le scénario semble avoir été prévu dès la saison 5. The universe is cracked. The Pandorica will open. Silence will fall. Rory, listen to that. What? All I can hear is silence. There were cracks.
Through some we saw silence and the end of all things. Donc oui, le fil rouge instauré par Moffat dans cette saison est simplement génial. Donc là où je pense que certains ont été déçus, c'est au niveau du final de la saison. Car il est vrai que si Moffat arrive très bien à poser tout un tas d'enjeux, il a un peu plus de mal à tous les résoudre de manière cohérente. Dans l'épisode final The Wedding of River Song, le temps semble s'être figé à la date du 22 avril 2011. Date à laquelle le docteur devait mourir au lac Silencio, comme aperçu dans le premier épisode de la saison. Mais ce n'est pas tout, le temps semble également déréglé, comme si toutes les époques s'entrechoquaient de manière irrationnelle. Et pour que tout revienne à la normale, il suffit que le docteur meure, comme prévu depuis le début. Jusqu'ici tout semble cohérent et on a l'impression d'être certes face à une impasse scénaristique, mais surtout face à un final de saison totalement novateur et particulièrement inventif. Et c'est là qu'un problème semble inévitable. Moffat a de bonnes idées mais se pose lui-même des barrières qui l'empêchent parfois de correctement conclure ses enjeux. Donc comment éviter la mort du docteur ? Eh bien pour conclure cette saison, le Seigneur du Temps va gentiment accepter de se faire tuer pour pouvoir rétablir l'équilibre dans le temps. Mais, car il y a un mais, le docteur était en fait un Tesselecta. Bon, je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà vu la saison 6 de Doctor Who. Mais pour rappeler très rapidement, sans rentrer dans les détails, un Tesselecta est une machine à l'apparence humanoïde apparaissant dans l'épisode 8 de cette saison, et pouvant prendre n'importe quelle apparence humaine. Cette machine peut également miniaturiser des individus afin qu'elles puissent être pilotées de l'intérieur. Voilà. Et c'est dommage car pour une fois c'était presque bien joué. En fait, si l'enjeu de la saison avait été tourné différemment, par exemple simplement axé sur la mort du docteur sans que celle-ci engendre autre chose, cette fin aurait parfaitement fonctionné. Mais en réalité, comme dit plus tôt, le fait qu'il reste en vie provoquera un dérèglement dans le temps qui semble inévitable à moins d'accepter sa mort. Donc si sa non-mort provoque un dérèglement temporel, comment une mort factice peut-elle tout arranger ? C'est vraiment dommage car selon moi, tout ce que Moffat avait fait jusqu'à présent était parfait. Il a su tout rendre épique du début jusqu'à la fin, mais à vouloir trop en faire, il s'est coincé entre des murs qu'il avait lui-même construits. Mais relativisons avec cette phrase d'un philosophe chinois du 5e siècle avant Jésus-Christ, le but n'est pas seulement le but, mais le chemin qui y conduit. Si tu es doté d'un petit esprit futé, tu as compris que ce que je sous-entends ici, c'est que malgré une fin un peu décevante, ce bon vieux Steven Moffat a su rendre la saison 6 vraiment épique comme il le souhaitait. Ce qui fait de cette saison, malgré tout, l'une des meilleures. Car oui, je n'ai pas parlé de l'entièreté de la saison, mais même en ce qui concerne la fille d'Amy et Rory et la révélation sur River Song, je trouve tout ça très bien géré et suffisamment crédible et inattendu pour que cela ait pu me faire apprécier cette 6ème saison. Et puis souvenez-vous du final de la saison 3. Même si cette saison est excellente, le final m'en reste encore coincé en travers de la gorge. Là je m'adresse surtout aux anti-Moffat. Souvenez-vous de la conclusion de la saison 3, où la Terre entière devait penser au mot docteur pour que celui-ci puisse, comme par magie, retrouver sa forme d'origine. Et oui, c'est aussi pour cela que je fais cette vidéo. Beaucoup semblent oublier que, même avant l'arrivée de Steven Moffat, en tant que showrunner, les dénouements de fin de saison n'étaient pas forcément plus intelligents. Et c'est bien de garder ça à l'esprit avant de critiquer ce que fait Moffat. Ceci étant dit, je pense que l'on peut commencer à parler de la saison 7. Passons sur l'épisode de Noël facilement oubliable et enchaînons sur la saison la plus critiquée de l'ère Moffat. Clairement, je ne comprendrai jamais pourquoi cette saison est considérée par beaucoup comme la pire de toutes. Alors c'est vrai, la qualité des épisodes s'est étrangement dégradée sur celle-ci, mais elle reste quand même tout à fait plaisante à regarder, contrairement à la saison 8. Mais bon, nous ne parlerons pas ici de la saison 8, donc gardez vos commentaires pour plus tard. Pour parler très rapidement de la saison en elle-même, voici un tableau récapitulatif où l'on peut voir que dans cette saison, soit les épisodes sont tout juste ok, soit ils sont vraiment bof, soit avec un peu de chance, ils arrivent à être cool. Bien entendu, ce tableau est principalement basé sur mon ressenti personnel, mais je pense être assez proche de l'avis global des fans. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à me faire partager le vôtre dans les commentaires. On remarque que malgré une qualité inégale tout au long de la saison, on se retrouve avec une majorité de bons épisodes. Et puis vous ne pouvez pas critiquer la saison 7, car c'est la saison où l'on découvre le personnage de Clara. Et il est interdit de critiquer Clara. Bref, le ressenti de chacun sur ces épisodes est évidemment une affaire de goût. Je sais que certains n'ont pas apprécié la fin de Amy et Rory par exemple.
d'autres n'ont tout simplement pas aimé le personnage de Clara. En tout cas, libre à vous de vous exprimer là-dessus dans les commentaires. C'est toujours intéressant de connaître l'avis des autres. Encore une fois, concentrons-nous sur le final de cette saison, qui, encore une fois, n'a pas fait l'unanimité auprès des fans. Cette fois-ci, la saison se termine sur une trilogie d'épisodes spéciaux, ayant pour ultime et triste conclusion la régénération de Matt Smith en Peter Capaldi. Ces 3 épisodes pourraient clairement faire l'objet d'une vidéo à part, donc je ne rentrerai pas trop dans les détails. The Name of the Doctor, contrairement à ce qu'indique le titre, ne révélera évidemment pas le nom du Docteur. En revanche, il élucidera le mystère autour du personnage de Clara Oswald. En effet, ce personnage a la curieuse habitude de croiser un peu partout le Docteur, sans jamais se souvenir de qui il est. Évidemment, comme toujours, certains n'ont pas été satisfaits par la conclusion apportée par Steven Moffat, pourtant assez correcte et sans réelle faille apparente. Donc oui, on peut se poser quelques questions comme pourquoi dans certaines incarnations de Clara, elle semble reconnaître le Docteur et dans d'autres non. Ou pourquoi, alors qu'elle a plongé dans la timeline du Docteur, elle ne rencontre jamais sa 12e incarnation. Mais en soi, et comparé à la résolution finale de la saison précédente, celle-ci s'en sort plutôt bien, je trouve. Oui, il reste quelques questions qui n'auront jamais de réponse. Ce sont des interrogations qui peuvent altérer la crédibilité du dénouement pour certains, mais qui, dans tous les cas, n'entrent finalement pas en conflit avec la cohérence de celui-ci. Pour ce qui est de The Day of the Doctor, je n'ai pas grand chose à en dire. Au final, très peu de fans ont été déçus par cet épisode globalement très satisfaisant, concluant parfaitement à la fois les 50 années de vie de la série et les 7 saisons depuis la reprise de 2005. Même si ce qu'ils ont fait de Gallifrey dans cet épisode est un peu tiré par les cheveux, il faut avouer que non seulement l'action faite par les 13 Docteurs est grave stylée, mais en plus elle permet d'amorcer les futures saisons sur un nouveau départ très intéressant et inattendu. Mais qui dit fin de saison 7 dit aussi départ de Matt Smith. Un moment redouté par certains et tant attendu pour d'autres. The Time of the Doctor avait pour ultime défi de nous faire partager au moins autant d'émotions pour la régénération de Matt Smith que pour celle de son prédécesseur. Car oui, je pense que Matt Smith a autant marqué les esprits que David Tennant dans ce rôle. En tout cas, moi, je les aime autant l'un que l'autre. Même si, comme beaucoup d'épisodes de la saison 7, celui-ci comporte également son lot de défauts, force est de constater qu'ils ont quand même mis le paquet sur ce final, avec une régénération encore plus spectaculaire que celle de Tennant, et pourtant je ne pensais pas que c'était possible. Alors oui, on pourrait reprocher le fait que cette régénération était un peu chelou. Cette 13e régénération qui fut donc provoquée par la vieillesse, pour ensuite faire apparaître non pas un nouveau visage, mais bien celui de sa 11e incarnation, mais encore jeune. Ceci bien sûr seulement pour quelques minutes, le temps de ensuite se régénérer bien proprement et laisser place à Peter Capaldi. On aura donc eu le droit à la régénération la plus longue suivie de la plus courte de toute la série, tout ça dans le même épisode et à quelques minutes d'intervalle. Donc oui, cette régénération est un peu bizarre, ça c'est vrai, mais en réalité cela s'explique très facilement. En fait, le fait d'avoir fait rajeunir Matt Smith juste le temps de sa régénération permet non seulement de conserver un aspect symbolique, mais aussi et surtout de faire un vrai contraste entre la jeunesse visible de Matt Smith et la vieillesse de Capaldi, ce qui n'aurait pas été possible si Matt Smith avait gardé son apparence vieux et ridé. Du coup, même si en termes de scénario ça n'a aucun sens, en termes de logique et de symbolique c'est assez cohérent. En ce qui concerne le pourquoi cette régénération alors qu'un Seigneur du Temps est censé être limité à 12, certains n'ont peut-être pas compris car ce n'est pas clair dans l'épisode, mais elle a été accordée au Docteur par les Seigneurs du Temps eux-mêmes, communiquant à travers la faille, en récompense pour avoir sauvé Gallifrey. C'est un cadeau assez généreux mais aussi plutôt mérité, et qui fait sens suite à l'épisode précédent The Day of the Doctor. Enfin, le dernier point qui a pu en gêner certains dans cet épisode est la révélation sur les Silence. Certains ont donc été déçus sur le fait que cette organisation a donc été créée pour entretenir le mystère autour du nom du Docteur. D'où le nom de Silence. Personnellement, je n'ai jamais été déçu par cette révélation, car je crois que j'ai toujours plus ou moins inconsciemment compris la chose comme ça. Souvenez-vous, la question Doctor Who, ou Docteur Qui en français, est apparue dans la saison 6, tout comme les Silence. Donc tout semble cohérent. Je dois avouer que là je ne comprends pas pourquoi certains ont été déçus par ça. Donc en clair, oui, cette saison 7 a des défauts, c'est certain. La qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Mais elle apporte quand même de bonnes choses. Par exemple, j'adore le duo Matt Smith-Jenna Coleman, et je regrette qu'il n'ait pas eu plus d'épisodes à leur consacrer.
Après la saison 7 vient alors la saison 8, puis la 9. Mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Premièrement parce qu'elle est déjà beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu, et ensuite parce que je me suis déjà exprimé sur la saison 8, et mon avis change radicalement à partir de celle-ci. En clair, c'est uniquement à partir de cette saison que j'ai réellement quelque chose à reprocher à Steven Moffat. Et pour ce qui est de la saison 9, vous avez été nombreux à me demander mon avis dessus suite à ma vidéo sur la saison 8. Je vais donc m'exécuter. Enfin, il faudra juste que je trouve le temps, mais sinon, je vais le faire. Donc au final, que penser de Steven Moffat? Comment conclure tout ça? Eh bien, vous l'aurez sans doute compris, dans cette vidéo, je cherche surtout à défendre Moffat. Contrairement à mon ambition première, je ne cherche pas vraiment à vous faire changer d'avis, mais au moins à vous faire comprendre que non, Moffat n'est pas le pire des showrunners. Ça a toujours été un excellent choix, et il a réellement apporté quelque chose à la série. J'aime son travail en tant que showrunner, et je le défendrai toujours. J'adore la relation qu'il a réussi à établir entre Amy Pond et le personnage du Docteur. Dans The 11th Hour, rien qu'en un épisode, il réussit évidemment grâce au voyage dans le temps à faire en sorte que Amy ait toujours connu le Docteur depuis toute petite. Ce qui crée donc un lien très fort entre eux dès le tout premier épisode de Moffat en tant que showrunner. En fait, c'est même la relation compagne-docteur la plus forte de toutes. Même Rose Tyler, qui tomba très rapidement amoureuse, n'a pas connu le Seigneur du Temps aussi longtemps que Amy Pond. Qu'on le veuille ou non, Steven Moffat a bel et bien apporté de la nouveauté et de l'épicness à cette série, tout en se renouvelant constamment au fil des saisons, avec des nouvelles idées et des scénarios de saison plus ambitieuses que jamais. Et si cela ne suffit pas, j'ajouterai que pendant ces années de scénariste, il a non seulement fait du bon travail sur Doctor Who, mais aussi en parallèle sur Sherlock. Et oui, on a tendance à l'oublier, mais Moffat a pendant très longtemps travaillé sur 2 séries en même temps. Et vous savez quoi? Les 2 sont tout autant réussis l'une comme l'autre. Donc oui, Moffat n'est pas seulement un bon scénariste, c'est aussi un putain de surhomme. Bon ok, je vais peut-être un petit peu loin là. Donc au final, le départ de Steven Moffat est-il vraiment une si bonne chose? Eh bien pour tout vous avouer, si je fais cette vidéo, c'est aussi pour vous dire que non, ce n'est pas forcément une si bonne chose que ça. En fait, j'ai peur. J'ai très peur de ce que va devenir cette série. Doctor Who est ma série préférée, et même si je ne pensais pas être déçu avant la 8ème saison, la 9ème a su me prouver que oui, il y avait encore de l'espoir, tout n'était pas perdu. Même si Chris Chibnall a déjà travaillé sur Doctor Who et Torchwood, aura-t-il les épaules suffisantes pour endosser le costume de showrunner? Si l'on regarde bien, on se rend compte qu'il n'a réalisé que des épisodes basiques. Rien n'est vraiment marquant dans son travail. Donc oui, j'ai peur. J'ai peur que la série perde de son intérêt après le départ de Moffat. Bien entendu, on ne peut pas savoir à l'avance, mais au moins avec Steven Moffat, lui, avait scénarisé les meilleurs épisodes de la série avant de passer showrunner. Rien que ça. On pouvait donc avoir une entière confiance avant de voir le résultat. Donc peut-être qu'une fois Chris Chibnall aux commandes, vous réaliserez que finalement, Moffat, il était pas si mauvais que ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que je n'expose ici que mon avis, donc n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire, j'apprécie toujours autant discuter de Doctor Who avec d'autres fans. Donc allez-y, lâchez-vous. Enfin pas trop quand même. Si ça vous a plu, vous pouvez liker parce que c'est cool, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner parce que j'ai encore plein d'autres sujets en réserve, sur Doctor Who évidemment. Et quant à moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. A plus.